Bien journée. Ouais, je crois qu'on n'a jamais transporté autant de monde. C'est pas compliqué, tous les cargos sont pleins. C'est vrai qu'on peut pas se plaindre, il y a des clients. C'est leur nouvelle route hyperspatiale, ça. En vrai, il est bon, hein. Amateur de rhum, du coup. Ouais. Écoutez, j'ai bientôt fini le service. Si vous voulez, on descend à la cave. J'ai 2-3 bonnes bouteilles à vous faire goûter. Le rhum. Un nom qui évoque vacances, Caraïbes, cocktails. Mais en vérité, le rhum, c'est quoi? Et comment c'est né? Si vous avez quelques minutes à me consacrer, je vous propose de découvrir un peu plus en détail ce qu'est le rhum. Bienvenue dans les caves de la cantina. Commençons par une définition. Selon les directives européennes, le rhum, c'est tout distillat de canne à sucre, mélasse ou pur jus de canne, je vais revenir tout à l'heure sur ces termes, qui doit être distillé à maximum 96 degrés et embouteillé à minimum 37,5, comme la plupart des spiritueux sur le marché. Le seul additif autorisé étant alors le caramel pour corriger le goût et l'aspect. Ce qu'on doit en comprendre, c'est que c'est un peu vaste et c'est un peu flou finalement ce qu'est le rhum. Parce que ce soit les méthodes de fermentation, que ce soit les méthodes de distillation ou encore les techniques de vieillissement, finalement il n'y a pas vraiment de règles qui encadrent tout ça. Et du coup c'est toujours un peu difficile de lire une étiquette. Un aparté sur fermentation et distillation. Qu'est-ce que c'est ? La fermentation, pour commencer, c'est l'action des levures sur les sucres présents dans une matière première agricole qui va donner de l'alcool. Et c'est comme ça que sont produits la vaste majorité des alcools présents sur le marché. Bière et vin étant juste fermentés, la plupart des autres alcools, les spiritueux, vodka, gin, tequila et même le rhum justement, sont alors distillés. La distillation donc se passe dans un alambic. Grossièrement, un alambic, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de grosse marmite en métal que l'on va venir chauffer. Et étant donné que l'alcool s'évapore à une température plus basse que l'eau, il va y avoir séparation de l'alcool et de l'eau et donc concentration de l'alcool. Il devient donc plus fort en sortie d'alambic. Plus on va distiller eau, plus l'alcool va se séparer des composés non-alcool et va perdre du goût. C'est pourquoi un rhum distillé à 96 degrés comme une vodka va être forcément beaucoup moins aromatique qu'un rhum agricole par exemple qui est distillé à maximum 75 degrés. Bien que l'origine du rhum en tant qu'alcool de canne à sucre soit un peu floue, ce qui est sûr c'est que le rhum sous sa forme moderne, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est né aux Caraïbes au cours du XVIIe siècle, et c'est sur l'île de la Barbade qu'on retrouve les premières mentions du mot rhum, ou rhum bouillon, qui est un ancien nom du rhum, dans des manifestes de vente de propriétés agricoles. Il devait s'agir à la base d'une mélasse qui avait dû se mettre à fermenter naturellement sous ses latitudes, produisant un vin de canne, et étant donné que les Européens avaient ramené avec eux leurs alambics, on a dû commencer à distiller ce fermentat. Mais il est tout à fait vraisemblable que l'eau-de-vie de canne à sucre soit née bien avant. En Indonésie par exemple, pays d'origine de la canne à sucre, ou même au Brésil, où il est bien possible que les cachaças artisanales aient été distillées quasiment un siècle avant les premières mentions de rhum. Intimement lié à la production de canne à sucre donc, dont il est un déchet à la base, il faut bien comprendre qu'avant d'être une boisson festive, le rhum il est lié à l'essor de l'esclavage et du commerce triangulaire, et que le rhum, notamment le rhum de mélasse, est avant tout une boisson d'esclaves, puis une boisson de marins, et devient que très tardivement un spiritueux un peu plus haut de gamme. Au XXIe siècle, le rhum est toujours massivement produit dans les Caraïbes notamment, et présent dans tous les bons bars à cocktails, sur les meilleures tables et dans n'importe quelle soirée. Mais si le rhum a une variété de consommation de cette façon, c'est surtout parce que le rhum a une variété de production. Je vous propose donc de décortiquer ensemble les différentes catégories de rhum. Et pour commencer, il faut d'abord différencier la mélasse du pur jus de canne. La mélasse, donc c'est comme je l'ai dit, un résidu de la production de l'industrie sucrière. C'est une sorte de pâte noire un peu goudronneuse qui se fermente très bien, mais qui aussi se conserve très bien, ce qui permet de pouvoir l'exporter et distiller dans d'autres pays. Au contraire donc du pur jus de canne qui lui est extrait directement de la canne à sucre
et qui doit être fermenté et distillé très proche du lieu de production. Les rhums de mélasse représentent la plus grande part de production du rhum, notamment parce qu'ils sont plus faciles à produire. Et pour mieux les comprendre, moi je préfère les classer par technique de distillation, notamment parce que la mélasse a un impact très négligeable sur le goût du produit final. C'est une technique que je tire du livre Smuggler's Cove, qui permet de mieux comprendre ces rhums et de mieux les classer pour les utiliser en cocktail. Les rhums de distillation en colonne pour commencer, ou distillation en continu, comme notamment les Havana Club ou les Bacardi, c'est 70% de la production, c'est des rhums qui vont être légers, notamment pour leur technique de distillation, ils sont distillés un peu plus haut, donc c'est des rhums légers, plus faciles à boire, et qui sont utilisés dans la plupart des cocktails cubains comme le Mojito ou le Cuba Libre par exemple. Le rhum d'alambic à repasse, au contraire, est beaucoup plus fort en goût, étant distillé plus bas et de manière différente. Il conserve beaucoup de congénères. Ce qu'on appelle congénères, c'est tous les composés non-alcool qu'on va trouver dans un rhum. On parle aussi d'ester en anglais. Les rhums composés exclusivement de distillats de ce type d'alambic sont très rares, notamment parce que très aromatiques, peut-être trop. On retrouve dans cette catégorie notamment les high ester jamaïcains, comme ce Smith & Cross notamment, qui sont labellisés Pure Pot Still pour le type d'alambic et Overproof, ce qui signifie qu'ils sont distillés à plus de 50 degrés d'alcool. Et on les utilise d'habitude en très petite quantité dans un cocktail. Mais le rhum de mélasse, c'est bien souvent un mélange entre alambic à repasse et colonne de distillation, ce qui permet d'avoir le meilleur des deux mondes. C'est la catégorie que j'ai tendance à privilégier en cocktail, notamment pour sa versatilité. Et c'est le genre de rhum qu'on va retrouver dans la plupart des cocktails tiki, par exemple, comme le Mai Tai. Alors la mélasse, c'est vaste. C'est même très intéressant, mais il y a aussi le jus de canne. Et là, c'est une toute autre histoire. Déjà, il faut bien comprendre que le fait de distiller directement le jus de canne, ça a une incidence sur le goût du produit fini, à tel point que pour moi, c'est impossible de substituer l'un à l'autre dans un cocktail. Pour commencer, j'aimerais vous parler des rhums agricoles. Ce terme, c'est une appellation d'origine contrôlée martiniquaise qui spécifie entre autres l'utilisation du pur jus de canne, bien évidemment. Il en résulte un spiritueux beaucoup plus herbacé qu'un rhum de mélasse, quelque chose avec un arôme de canne fraîche, très sympathique, et aussi blanc que vieilli. Moi je vous conseille de les déguster en petit-punch. Bien que les rhums agricoles AOC soient parmi les rares productions de rhum pur jus de canne, on en retrouve aussi en Guadeloupe et dans d'autres zones de production. Le clairin, par exemple. C'est un peu comme un rhum agricole, un rhum de pur jus de canne, sauf que la fermentation se fait en cuve ouverte, à l'air libre, avec l'aide de levures sauvages par exemple, et qu'en plus on peut y mettre des fruits locaux fermentés dans le mélange. C'est un produit avec des qualités organoleptiques assez uniques, et c'est toujours un plaisir de déguster un clairin. La cachaça, pour finir, est un rhum de pur jus de canne produit exclusivement au Brésil. C'est d'ailleurs une appellation contrôlée de là-bas. Distillée entre 38 et 48 degrés, parfois vieillie, notamment dans des barriques de bois locaux, elle a un profil beaucoup plus doux qu'un rhum agricole classique. On la retrouve bien évidemment dans la caipirinha. Ce qu'on doit comprendre maintenant, c'est que la distinction entre rhum blanc et ambré, entre rhum traditionnel et agricole, c'est quelque chose qui n'a pas tant de sens que ça, vu la diversité du rhum. D'autant d'ailleurs que certains rhums vieillis sont blanchis en étant filtrés au charbon. C'est le cas par exemple du Bacardi. On a vu d'où il vient, qui il est. Maintenant, ouvrons la bouteille pour le déguster. Mais comment ça se boit du rhum au juste? Eh bien, je serais tenté de vous dire, comme bon vous semble. Et d'ailleurs, le mieux c'est de passer un bon moment. Maintenant, si vous voulez apprendre à déguster, je vais vous donner 2-3 conseils. Premièrement, selon moi, il ne faut pas forcément faire de différence entre rhum de dégustation et rhum de cocktail. Ce serait dommage de se priver d'une bouteille qu'on a envie de boire. Si vous avez choisi de le déguster pur, le mieux c'est d'avoir un verre à col tulipe ou un col resserré qui permet de mieux concentrer les arômes. La température ambiante, c'est idéal, et la dilution, c'est pas nécessaire. On sent, on goûte, on laisse passer du temps. Le fait d'attendre, ça permet de mieux apprécier la dégustation. Si vous partez du côté des cocktails, l'association de rhum et de citron vert fait des merveilles. Un petit punch, une caipirinha, c'est parfait. Ou encore mieux, un daiquiri. C'est un peu le cocktail ultime au rhum. Si vous êtes d'humeur un peu plus aventureuse, cela dit, vous trouverez à la cantina la plupart des cocktails classiques au rhum et je vous en servirai d'autres d'ici peu. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, globalement, et que vous y voyez un peu plus clair sur ce vaste et passionnant sujet
qu'est le rhum. 2 choses avant qu'on se quitte. Premièrement, si vous avez envie d'approfondir, je vous conseille le guide Achète des rhums, qui est à la fois guide d'achat et manuel assez détaillé sur ce qu'est le rhum. Vous y retrouvez en détail tous les points que j'ai abordés là, plus évidemment un guide d'achat hyper détaillé, c'est très intéressant. Ensuite, si l'anglais ne vous fait pas peur, il y a Smuggler's Cove, le livre dont je parlais tout à l'heure pour classifier les rhums, mais non seulement il y a une classification des rhums à l'intérieur qui est assez intelligente, mais en plus vous avez de nombreuses recettes au rhum et pas que, des recettes exotiques très intéressantes de cocktails. Et finalement, si on se faisait un daiquiri, très simplement, 6 centilitres du rhum au choix, c'est ce qu'on va mettre en avant, 3 centilitres de jus de citron vert et 1,5 de sirop de sucre. On peut monter à 2 si on veut un peu rééquilibrer l'acidité. Allez, on remonte au bar pour boire tout ça ? Un daiquiri, s'il vous plaît.